Bienvenue dans ce webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, le sujet, notification de redressement, les bons réflexes. Alors, pourquoi on vous parle de ce sujet aujourd'hui? Parce que on a une accélération depuis un an des propositions de redressement, puisque le terme fiscal est celui-ci. Et donc, je voulais un peu expliquer quels sont les bons réflexes à avoir lorsqu'on reçoit un tel document. Devant nous, lorsqu'on récupère des dossiers, le propre du fiscaliste, c'est qu'il peut intervenir très tard dans une procédure et on voit qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises. Donc, l'objectif aujourd'hui est vraiment de vous sensibiliser à des aspects importants au regard d'une proposition de rectification que vous auriez reçue pour mettre des axes de réponse, des axes de stratégie, des axes de comportement. Alors, premièrement, le premier réflexe, lorsqu'on reçoit un courrier recommandé, est d'abord de ne pas jeter l'enveloppe pour bien déterminer quelle est la date de réception du document. Il va faire courir un certain nombre de délais. Et puis, l'élément est de savoir qui me l'envoie et pour quelle raison. Alors, on peut distinguer les contrôles et donc les propositions concernant les sociétés où ça va tourner principalement autour de l'impôt société et la TVA. C'est plutôt lié à des contrôles fiscaux, donc à une procédure organisée. Et puis, à titre personnel, on va avoir trois grandes masses, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière et puis les droits de succession. Ce qui est intéressant aussi, et c'est souvent la première question lorsqu'on m'appelle, on me dit, voilà, j'ai reçu une proposition de rectification, je voudrais que vous m'assistiez. Je leur dis, dites-moi qui vous a envoyé le document. En fonction de l'adresse du centre des impôts, ça n'existe plus vraiment, mais de l'émetteur, on va savoir un peu, et moi je vais comprendre des choses. Est-ce que par exemple c'est la DNVSF? Est-ce que en Île-de-France c'est la DIRCOFI de la Plaine-Saint-Denis? Ou est-ce que c'est Paris-Centre? Est-ce que vous allez avoir, par exemple, si vous êtes à Lyon, c'est Garibaldi? Voilà. C'est important pour un fiscaliste de connaître ces éléments-là. Une fois qu'on a ces éléments-là, ben, quel est notre délai de réponse? Première base, alors je l'ai fait encore deux fois hier puisqu'on a reçu des propositions venant de clients, on a demandé de bénéficier du délai de 60 jours. Normalement, on répond sous un délai de 30 jours et on peut, dans certains cas, bénéficier d'un délai supplémentaire de 60 jours. Alors, on n'hésite pas. Si on a la possibilité de le faire, on y va. Alors attention, euh, c'est pas obligatoire de pouvoir bénéficier de ce délai de 60 jours. Alors, quelques exceptions, c'est si vous êtes en taxation d'office. Et puis, il y a un cas très particulier et on va dire très dangereux. Vous pourriez avoir besoin de bénéficier, vous pourriez bénéficier de ce délai de 60 jours, mais on va vous demander de vous positionner sur une réponse au bout de 30 jours. Alors, c'est le cas notamment des distributions irrégulières. Et donc, si l'administration ne connaît pas le bénéficiaire, elle va vous demander de donner le nom du bénéficiaire dans un délai de 30 jours. Attention, si vous ne donnez pas le nom du bénéficiaire, la société pourra recevoir une amende égale à 100% des sommes qui ont été distribuées. Alors, pour vous donner un exemple, prenons le cas où il y a du chiffre d'affaires qui n'aurait pas été déclaré et qui a été retrouvé par l'administration fiscale. Ça veut dire qui a bénéficié de cette sortie d'argent. Si vous donnez pas d'informations sur le bénéficiaire, vous aurez une amende égale à 100%. Ce qu'il faut, c'est que même si vous considérez être dans votre bon droit, c'est donner le nom d'un bénéficiaire et généralement on donne le mandataire social. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a une présomption que le mandataire social soit le bénéficiaire. Donc, pour éviter cette amende,
il faut dire que l'on conteste, mais pour autant, on considère que le bénéficiaire est le mandataire social. Donc, vous voyez, on est sur un cas très technique, mais hyper dangereux parce que euh, votre simple analyse est de se dire, tiens, je bénéficie d'un délai de 60 jours. Vous répondez dans les 60 jours et dans la réponse, vous allez voir que le contrôle et les incidents du contrôle ont notablement augmenté puisque vous prenez une amende égale à 100% des sommes. Donc ça, c'est le réflexe très important à regarder. Autre élément, quelle est la période vérifiée? Est-ce que la période vérifiée sur laquelle on vous notifie est prescrite, pas prescrite, et pourquoi l'administration va aussi loin? Alors, dites-vous bien qu'en face, vous avez, derrière l'administration fiscale, vous avez toujours un homme, et que l'erreur est humaine. Et depuis 25 ans que je fais du contrôle fiscal, mes clients me disent, mais il ne peut pas avoir de vice, non, l'administration ne s'est pas trompée. L'administration peut se tromper. Donc, c'est un besoin de regarder si la période vérifiée est bonne et est-ce qu'on n'a pas un sujet de contestation. Bon. J'arrive après au sujet de savoir qui va répondre. Le propre du fiscaliste, c'est que généralement, il répond au nom de son client sur son papier en tête. Et souvent, on me dit, mais oui, mais si je fais apparaître un fiscaliste, est-ce que c'est pas gênant? Alors, honnêtement, tout le monde s'en moque. L'administration, ce qu'elle veut, c'est avoir une réponse ou pas de réponse, mais cheminer. Euh, donc, le fait d'avoir un fiscaliste n'est pas un handicap, hein. Et bah, quand on a besoin d'être défendu, autant aller prendre le vrai professionnel, puisque même si on a des sujets où l'expert comptable intervient, nous, on voit, on a un certain nombre de cabinets d'expertise comptable qui, à un moment, ne vont pas dans une procédure écrite, parce que bah, le droit fiscal, c'est avant tout du droit. Et vous allez voir dans le cadre de la réponse à la proposition de redressement que je vais vous proposer, on a des analyses très particulières à avoir. Le propre du fiscaliste, c'est de tout tenter. Je pourrais vous raconter des dizaines de dossiers où, lorsqu'on relit nos projets de réponse, on dit, tiens, on n'a pas soulevé ce point-là, est-ce qu'on va le faire? Non, c'est pas utile. Et on a soulevé ce point, et c'est ce point qu'on attendait le moins qui a donné lieu, soit de la part de l'administration, soit de la part d'un tribunal après, à la diminution des redressements. Donc, on est dans une partie d'échec. Ne vous dites pas que vous êtes de bonne foi et que l'administration est de mauvaise foi. Parce que de toutes les manières, elle pense, elle, la même chose que vous si elle vous notifie. D'ailleurs, il suffit de le voir en 25 ans, les propositions de rectification reçues au terme desquelles l'administration met 40% de pénalité, vous en avez quand même énormément. On n'est plus du tout sur ce qui se passait il y a 10, 15 ans. Aujourd'hui, le 40% est même souvent la norme parce que l'administration et certains inspecteurs peuvent se dire, mon principal tient, mais moyennement, je lui mets des 40% et puis je pourrais lui abandonner, ça fera passer la pilule beaucoup plus facilement. Alors, bien évidemment, euh, il faut savoir quel est l'enjeu. Est-ce que vous êtes redressé sur une somme de 5 000, 10 000 euros ou de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros? Vous n'allez pas employer les mêmes moyens pour vous défendre. Mais l'intervention d'un conseil spécialisé, alors on a aussi des experts comptables qui sont plus ou moins spécialisés. Certains refusent totalement en partant du principe que c'est des personnes qui peuvent parler de comptabilité et pas obligatoirement de fiscalité. Il m'arrive, il faut être clair, hein, il m'arrive de récupérer des dossiers où j'explique à mon client quand même que il a été très mal défendu auparavant. Parce qu'il faut bien comprendre, plus vous attendez faire intervenir vraiment le spécialiste, plus derrière, bah, on aura, nous, des arguments qu'on ne pourra pas obligatoirement utiliser. Maintenant, dans le cadre de la réponse, comment ça va se passer? Une réponse, c'est du fait et du droit.
S'il n'y a que du fait, votre réponse, elle vaut zéro. Parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui connaît, comme moi, comme les fiscalistes, le droit et qui va dire, bah, il me donne pas de droit, ça va être facile à contourner. Et une réponse qu'en droit, euh, c'est pas non plus top. Donc, c'est un mélange des deux et il ne faut pas hésiter à aller chercher des documents, des contrats, des PV d'AG, des comptes rendus. Si on remet en cause la valeur d'un bien, aller chercher la vraie superficie, faire une expertise. Euh, il faut, il ne faut pas avoir d'ornière. J'explique à mes clients qui viennent souvent en me disant non, mais on va traiter, répondre que ce soit-là. Je leur dis ben non, non, vous avez faux parce que d'abord, vous ne faites pas la bonne interprétation. Et puis, il faut ouvrir le champ du possible au maximum et se défendre sur tous les axes. Et c'est là où la réponse en droit est importante. Il faut comprendre quel est le problème de droit posé. Alors, je vais vous prendre un exemple, pas un exemple en droit des sociétés, mais un exemple en matière, par exemple, de droit d'enregistrement, que ce soit des successions ou impôt sur la fortune immobilière, sur l'évaluation d'un bien. Sur l'évaluation d'un bien, la méthode est souvent la méthode des ponts comparables pour l'administration. Et donc, elle va aller vous chercher des immeubles qui ressemblent aux vôtres en expliquant, ben voilà, vous nous avez évalué un prix au mètre carré de 8 000 € à Paris, dans tel arrondissement, à telle adresse, et nous, on a des comparables qui montrent qu'on est à 9 000, 10 000 ou 11 000. Donc, la bonne technique de réponse, et c'est là où on voit que c'est du droit, et pas de dire non, chez moi, ça vaut 8 000 € pour telle et telle raison. Il faut aller contester tous les comparables un par un, en allant contester pour dire ce n'est pas la même superficie, c'est pas la même date de création d'immeuble. Euh, Votre cession, l'exemple qu'a donné l'administration fiscale est antérieur de 2 ans ou 3 ans et c'est trop loin en termes de comparables. Parce qu'un marché de l'immobilier, c'est quelque chose de mouvant. Donc, pour bien faire du droit, il faut le connaître. Et il faut pouvoir comprendre la problématique qui est posée et dans quel axe on doit répondre. Et il faut jamais se limiter à un seul axe. Donc, dans le cas présent, on va aller contester la valeur en remettant en cause les comparables. Alors, c'est extrêmement important parce que moi, j'ai eu un dossier où en commission départementale, on vient d'avoir gain de cause et on nous explique que la commission a écrit, effectivement, les comparables, pour nous, ne peuvent pas être utilisables. Alors, l'administration n'a pas suivi le raisonnement de la commission départementale, mais il faut savoir d'une chose, quand elle ne suit pas le raisonnement de la commission, elle a la charge de la preuve. Et puis, surtout, si les comparables ne sont pas bons et qu'on n'a plus de comparables, ça constitue après un vice de procédure. Puisque ça veut dire que l'administration s'est appuyée sur des éléments qui étaient faux, et donc elle ne peut pas justifier un redressement. Donc, alors j'ai pris un exemple très particulier, hein, mais on a donc une véritable analyse à aller faire. L'analyse, on la fait aussi en fonction de la jurisprudence. Ne vous dites pas, ah tiens, il me cite des articles, l'administration a raison. J'ai, au cours des derniers mois, des dossiers où certains clients étaient notifiés sur des sommes supérieures à 100 000 €, où, à la première réponse, l'administration a abandonné. Alors moi, mon client était scandalisé. J'en ai un qui m'a dit, mais je suis scandalisé, comment se fait-il que l'administration... Ben oui, mais il a fait une mauvaise interprétation de la jurisprudence et on lui a démontré le contraire. Alors, il aurait pu persévérer et qu'on arrive à démontrer le contraire plus loin dans la procédure. Dites-vous bien que même si vous pensez avoir raison, vous êtes quand même face à un mur et un inspecteur, avant de se juger, se posera des fois des questions et ira au bout du raisonnement. Il faudra aller chercher le tribunal et une décision d'un juge pour avoir gain de cause. La jurisprudence, c'est important parce que la jurisprudence, elle est évolutive.
Et donc, le métier du fiscaliste, c'est aussi d'aller voir la jurisprudence. Je vous donne un autre exemple. Tout à l'heure, je vous ai volontairement donné un exemple, on va dire, en fiscalité personnelle. Je vous donne un exemple en matière de fiscalité des entreprises. On a un sujet extrêmement important qu'on trouve dans les groupes de sociétés, qui concerne les management fees. Alors, on a une vieille jurisprudence qui a plus de 20 ans, qui était la jurisprudence Gamlor, qui a été invoquée par l'administration des centaines et des milliers et milliers de fois. Et pour autant, on a une jurisprudence collectivision qui va arriver de mémoire au mois d'avril ou au mois de mai dernier, qui va à l'encontre de cette jurisprudence. Donc, on a une évolution de la jurisprudence. Il se trouve que j'ai répondu au même moment dans un contrôle fiscal où on m'invoquait la jurisprudence Gamelin, et j'aurais dit, bah non, vous pouvez plus me l'invoquer. D'abord, je considère que vous n'aviez pas le droit de me l'invoquer, mais en plus, maintenant que vous me l'invoquez, elle est plus opposable. Donc, une réponse, ça se fait en fait et en droit. Il se trouve que nous, on récupère souvent des personnes qui viennent, qui nous disent, bon, j'ai répondu tout seul, voilà, mais le droit fiscal, ce n'est pas une matière où on juge en équité. Ce n'est pas une matière, si vous êtes de bonne foi, on va vous donner gain de cause. Le droit fiscal, c'est le respect de la règle fiscale. Et donc, la règle fiscale, elle peut être claire, mais, mais honnêtement, elle ne l'est pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'exception de l'exception et votre cas est toujours particulier. C'est aussi ce que cherche le fiscaliste, hein, d'ailleurs. Et il faut aller chercher de la jurisprudence. Donc, quand on va faire cette réponse, j'explique souvent à mes clients qui me disent, mais faites-nous un devis sur l'intervention. Donc, on fait un devis et je leur explique, mais vous savez que nous, on va passer quand même beaucoup de temps sur la première réponse. Ils me disent pourquoi? Je leur dis, mais parce que c'est là où on va axer toute notre stratégie. On ne peut pas changer de stratégie. Et c'est alors pour ça que c'est souvent gênant lorsqu'on arrive dans un dossier où quelqu'un d'autre a fait une réponse qui ne nous paraît pas adaptée, c'est qu'il a perdu du temps en n'invoquant pas les, les, les bons axes de défense. Donc, il est très important de comprendre que on doit, dans le cadre d'une procédure, vraiment utiliser aussi bien l'historique de la société, aussi bien la jurisprudence, et puis aller sur tout le champ du possible. Il y a des sujets où on ne voit pas d'exemple, il n'y a pas réellement de jurisprudence, donc il faut aller interpréter la loi et aller faire des recoupements. Donc, quand vous recevez une notification de redressement, surtout, vous ne me l'avez, mettez pas de côté. Donc, en synthèse, ce qu'il faut, c'est toujours se poser la question, quand est-ce que je l'ai reçu? Jusqu'à quand je peux répondre? Qui va m'assister pour répondre? Et quels sont les documents et informations que je vais pouvoir donner à mon conseil? Et lui, avec ces informations, comment il va pouvoir répondre en fait et en droit? On a toujours une réponse possible, même si vous allez nous dire le redressement est justifié. Le redressement est peut-être justifié, mais pas les pénalités de 40% qui ont un coût énorme. Donc voilà ce que je voulais vous présenter ce matin. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois avec le cabinet Sébar.